Bienvenue à la troisième partie de la littérature et la conscience. Qu'est-ce que c'est que littérature en fait? Comment la définissons-nous? Maharishi Mahesh Yogi définit la littérature comme une forme d'écriture qui est utile au chemin de l'évolution. Qu'est-ce que cela signifie et comment ça marche? Nous avons déjà parlé des silences dans la poésie, partie 1, et comment ils pourraient amener le lecteur à transcender les niveaux de surface de l'esprit et à glisser vers l'intérieur, à des niveaux plus holistiques et plus intégrés, un processus qui serait évolutif. Il en serait ainsi car, alors que l'esprit fait l'expérience de ces niveaux silencieux de plus en plus souvent, il devient de plus en plus capable de maintenir ce silence dans l'activité, ce qui conduit dans le temps à la conscience cosmique, l'état d'éveil ou d'illumination. La méditation est un chemin beaucoup plus rapide, bien sûr, mais transcendé grâce à la musique, aux mathématiques, aux images et aux sons, cultive aussi le système nerveux dans une certaine mesure. Il y a un autre aspect de la littérature et de tous les domaines d'études en fait, qui participe à cultiver le système nerveux. Dans un discours intitulé « La nature de l'étude et le progrès de la connaissance » que j'ai inclus dans le livre « Le flot de la conscience », Maharishi explique comment la littérature a un effet évolutif sur son auditoire ou lecteur. La littérature fait passer la sensibilité du lecteur d'images concrètes à des idées et des sentiments abstraits et les ramène au concret. Il dit, la personnalité tout entière se raffine car elle apprécie très concrètement quelque chose. Ensuite, il y a une appréciation très abstraite immédiatement après, et cela élargit les émotions et l'intellect, cela développe la conscience. Permettez-moi d'arrêter ici et d'illustrer ce point. Voici un poème de Kabir, un poète qui a vécu en Inde à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, intitulé « Cette cruche de terre ». Cruche de terre, vous avez une image d'une cruche de terre. Alors, à l'intérieur de cette cruche de terre, il y a des canyons et des montagnes couvertes de sapins. Et celui qui a fait ces canyons et ces montagnes couvertes de sapins, les 7 océans y sont à l'intérieur et des centaines de millions d'étoiles. L'acide qui teste l'or s'y trouve et celui qui juge de l'authenticité des bijoux et la musique des cordes que personne ne touche est la source de toute eau. Si vous voulez la vérité, je vais vous la dire. Écoute, mon ami, le Dieu que j'aime est à l'intérieur. Ok, nous commençons avec une cruche d'argile. Quoi de plus concret? Mais il devient vite évident que Kabir ne parle pas d'une couche d'argile, car à l'intérieur de cette couche se trouvent des canyons et des montagnes couvertes de sapins. Nous sommes passés d'une image des côtes de couche de terre à une vision des canyons et de montagnes couvertes de sapins, les 7 océans
et des centaines de millions d'étoiles. C'est très abstrait. Il mentionne la musique, et puis il dit qu'elle provient des cordes que personne ne touche. L'eau et de l'eau. Mais quelle est la source de toute l'eau et où se trouve-t-elle? L'esprit va et vient. Il passe de ces images concrètes aux notions abstraites d'infini. La couche de terre, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, pas la couche de terre, mais cette couche de terre. Et toute cette réalité infinie est en moi, à l'intérieur de vous. Et Maharishi explique que plus ces valeurs opposées se rejoignent dans une expression, il dit, plus elles deviennent littéraires et plus elles contiennent de valeurs culturelles. Elles cultivent les émotions, elles cultivent la parole, elles cultivent l'intellect, elles cultivent la personnalité toute entière. C'est cela la valeur de la littérature. Et comment cela se produit-il? Il dit que cela vient en partie du processus du balancement de la conscience du concret à l'abstrait. Il dit que le fait de donner des coups et des secousses à la sensibilité et aux émotions est un processus de purification. Il s'agit d'un processus de purification. Il dit, tout ce qui est indésirable est filtré et éliminé. Tout ce qui est support de vie doit rester et adhérer à la conscience. C'est la valeur de purification du processus d'acquisition des connaissances de l'étude. Dans la conférence intitulée La théorie quantique de la littérature, il dit que lorsque des valeurs contrastées se trouvent réunies dans des expressions compactes et qu'elles nous permettent de comprendre l'ensemble de course de l'évolution, tous les mécanismes du processus évolutif. Il dit, alors, cette impulsion de conscience atteint sa plénitude, car elle a alors animé tout le potentiel de la vie. Elle anime la conscience de béatitude. Et pourquoi est-il ainsi? Parce que ces valeurs fortement contrastées sont ce qui fait la création, ce qui fait le monde. Dans cette même conférence, Maharishi dit, il y a la valeur transcendantale, totalement abstraite, non manifestée, sans limite, l'état fondamental de la vie, la conscience pure. Et en même temps, il y a des limites rigides, des petits morceaux de temps et d'espace, les deux ensemble. Voilà la vision de la conscience cosmique. Que diriez-vous de quelques coups, de ces coups supplémentaires? Voici un poème du poète américain moderne James Wright. Le titre est presque plus long que le poème, mais il s'intitule « Couché dans un hamac à la ferme de William Duffy à Pine Island, dans le Minnesota ». Il dit « Au-dessus de ma tête, je vois le papillon de bronze endormi sur le tronc noir, tressaillant comme une feuille dans une ombre verte. Dans le ravin derrière la maison vide, les cloches des vaches se suivent l'une à l'autre. Dans les distances de l'après-midi, à ma droite, dans un champ de lumière du soleil entre deux pins,
Les excréments des cheveux de l'an dernier s'enflamment en pierre dorée. Je me penche en arrière, comme le soir s'assombrit et s'allume. Un faucon flotte au-dessus de moi, cherchant sa maison. J'ai gaspillé ma vie. Quel choc! J'ai gaspillé ma vie. Qu'est-ce que c'est qu'il veut dire? L'esprit cherche pour essayer d'en saisir le sens. Veut-il dire qu'il aurait dû passer plus de temps dans le hamac? Moins de temps d'autres activités? Peut-être. Est-ce que vous avez pensé? Est-ce que j'ai gaspillé ma vie? Ce serait une réaction naturelle et qui amènerait votre esprit vers l'intérieur, n'est-ce pas? Vers le soi. Marchi affirme que lorsqu'il y a contraste au niveau du sens, il dit c'est une joie pour l'intellect, c'est une expansion de l'intellect, le plein potentiel de l'intelligence est vivifié et c'est une joie pour l'ego. Il y a d'autres aspects de la nature évolutive de la littérature, comme le rythme et la mélodie, la beauté d'expression et les valeurs pratiques, telles que des leçons de vie, de sorte qu'on ne fasse pas d'erreur et qu'on ne souffre pas inutilement. Ainsi, l'étude de la littérature pourrait même apporter la sagesse. Marchi dit, l'objet de l'étude de la littérature est de faire un sage. Sage veut dire spontanément capable de penser juste, d'avoir une action juste, un comportement juste. Cela ne peut venir que par la stabilisation de la conscience pure. Le sujet dont traiter la littérature n'est pas en cause, car un écrivain très évalué peut prendre n'importe quel type de sujet et le transformer, il dit, en un processus d'épanouissement du plein potentiel de la vie, de développement de cette conscience pure. Et peut-être ainsi, dit Marchi, parce que la conscience contient l'intégralité de l'univers, passé au poème de Kabir. Toutes les lois qui sont responsables de chaque activité dans le cosmos, tout cela est contenu dans ce flot de conscience, dans cet écoulement de non-manifeste. Tout cela est disponible dans le domaine de la littérature. Écoutons encore un poème avant de conclure. Voici un poème de Emily Dickinson, poète américaine, intitulé « Le temps de prier est venu pour moi ». Le temps de prier est venu pour moi. Aucune autre art ne saurait faire. Il a manqué un rudiment à ma technique. Créateur, était-ce toi? Dieu se développe au-dessus de nous. Alors ceux qui prient, des horizons doivent s'élever. Et donc j'ai foulé le nom pour voir ce curieux ami. De sa maison, il n'y avait aucun signe, ni été par la cheminée, ni par la porte. Je ne pouvais en conclure à sa résidence. Vaste prairie d'air, intact de tout colon, sont tout ce que je pouvais voir. Infinitude, n'as-tu donc point de visage que je puisse te regarder? Le silence condescendit. La création s'arrêta pour moi.
mais émerveillé au-delà de mon intention, j'ai adoré, je n'ai pas prié. Un magnifique poème, avec des grands balancements de conscience, des contrastes entre les sons et le silence. L'écrivain est à la recherche de Dieu, mais ne peut en trouver aucune indication concrète. Pas de maison, pas de porte, aucun signe, pas de cheminée. Qu'y a-t-il? Seules de vastes prairies d'air, sans interruption, sans limite. Infinitude, elle implore, laisse-moi voir ton visage. Et qu'est-ce qu'il se passe? Le silence se penche vers elle, prend le relais. Le temps s'arrête. Dans cet émerveillement, il n'y a pas de place pour le désir individuel. Non, juste l'émerveillement, l'appréciation, la vraie nature du culte. Un poème très expansif qui anime le cœur et l'intellect, n'est-ce pas? Marchi avait une vision très haute de la valeur et du but de la littérature. Il a dit que l'étude de la littérature est une très grande formation dans la vie pour vivre l'absolu. La littérature est un domaine tout à fait magnifique qui permet de comprendre les processus évolutifs sur le plan intellectuel et d'en faire l'expérience au niveau de la conscience. Peu importe ce qu'on voit, dit-il, on y voit l'évolution. Et parce que l'évolution est notre propre nature, on voit notre propre nature en toutes choses. Et cette autoréférence est très agréable. Ainsi, l'étude de la littérature va même jusqu'à développer la conscience de l'unité. Voilà. Méditez et profitez, et lisez. Lisez de la littérature qui vous fasse goûter au silence, à la joie et au plaisir. Merci.